On est encore à une période un peu charnière où on s'aperçoit quand même que sur ce sujet-là, dès lors qu'on éclaire le sujet, les militants du genre, y compris au gouvernement, reculent. C'est ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent le syndrome de Dracula. Et effectivement, on est tout à fait là-dedans, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à éclairer leur projet, ils reculent, et on le voit très bien aujourd'hui, où ils font disparaître des sites internet, où ils font disparaître des pages entières de dispositifs, où, par exemple, pour donner un exemple très précis, une députée de Paris, Sandrine Mastier, avait déposé un amendement il y a quelques mois pour supprimer le mot maternelle, parce qu'elle le trouvait trop genré. Il a suffi qu'on en parle pour que qu'elle devienne un peu la risée du monde, et du coup elle avait retiré son amendement. Là encore à l'Assemblée, c'est Barbara Pompili, qui nous est très chère, qui a redéposé l'amendement à l'Assemblée nationale, et c'est l'exemple type de ce syndrome Dracula. Barbara Pompili a déposé l'amendement, et quand cet amendement est arrivé au vote, il a suffi qu'un seul député de l'UMP demande un scrutin public, c'est-à-dire un scrutin où on sache qui vote quoi. Et sur ce motif-là, et là vous retrouverez, on l'a même mis sur notre site, on retrouve le compte-rendu de l'Assemblée nationale, où Barbara Pompili ose dire que sur un sujet aussi important que débaptiser les maternelles, c'est regrettable elle dit même pas regrettable, hein, qu'on instrumentalise ce vote, et qu'elle ne veut pas qu'on puisse savoir qui a voté pour, qui a voté contre. Ce qui est la preuve quand même que même s'ils avancent et qu'ils sont très obstinés, ils assument quand même pas totalement publiquement leur idéologie, et qu'aujourd'hui on est en capacité de les faire reculer. Et on s'aperçoit qu'on les fait reculer sur beaucoup de choses. Par contre, il faut aussi être très conscient que c'est quelque chose qui est très diffus, et qu'à chaque fois qu'on ferme une porte, il y en a une autre qui se rouvre, et qu'il faut rester très vigilant, et qu'il faut effectivement rester très vigilant et très mobilisé, mais qu'actuellement on a encore la possibilité de faire reculer les gens, parce que tout le monde, dès lors qu'on explique ce qu'est la théorie du genre, ça demande un peu de temps, je m'en excuse, effectivement j'étais un peu long, mais ça demande du temps pour qu'on comprenne bien la philosophie globale, mais dès lors qu'on fait ça, la majorité des gens nous soutiennent et refusent cette théorie-là. C'est pas sûr que dans 4, 5 ans, ça soit la même chose, puisqu'une fois que la propagande aura été bien assimilée, effectivement, on aura beaucoup plus de difficultés. Donc, c'est le moment ou jamais de combattre cette théorie-là, et on a encore les moyens de gagner. Merci beaucoup. Alors, s'il y en a qui ont des questions, je peux prendre quelques questions, mais... Est-ce que l'école privée est préservée de ce côté-là? Non. Non, alors pour être très précis, il y a 2 temps. Aujourd'hui, vu qu'on a repoussé l'amendement de Julie Sommaruga, il n'y a rien qui est obligatoire. L'éducation à l'égalité de genre n'existe pas dans la loi, donc ce n'est pas obligatoire. On n'est qu'avec des dispositifs, des circulaires, et en gros, les enseignants et les équipes enseignantes ont le droit de ne pas mettre en place ces dispositifs-là. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire que l'enseignement privé, partout, est exempt de reproches là-dessus. Le film Tomboy a été diffusé, y compris dans des établissements privés. On a des endroits où on a des enseignants très militants, et il faut être toujours très vigilant. Aujourd'hui, c'est quand même moins présent dans l'enseignement privé, parce que justement les polémiques, la mobilisation des parents fait que les gens ont plutôt reculé sur ces questions-là, et qu'ils n'ont pas l'inspection, ils n'ont pas les inspections d'académie qui viennent les pousser. Donc en gros aujourd'hui, il y a quelques mois c'était autant dans le privé que dans le public. Aujourd'hui c'est plus dans le public, parce qu'il y a la hiérarchie qui pousse, alors que dans le privé la hiérarchie ne pousse pas. Qu'en est-il avec la Commission européenne, par exemple? L'Union européenne, où en est-elle? Est-ce qu'elle a des possibilités de faire pression? En fait, aujourd'hui, il y a plein de... Ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, ils ont historiquement commencé par les instances internationales, essentiellement par des instances qui n'étaient pas décisionnelles, comme le Conseil de l'Europe. Et aujourd'hui, il y a effectivement, et on a deux exemples récents, SRLA et la Lunacek, où effectivement, on a là aussi un lobby très fort
il y a une inter-LGBT qui a été créée au Parlement européen et qui essaye effectivement de faire passer les choses. Et ils vont essayer par toutes les portes. Quand on fermera les portes nationales, ils essaieront de passer par l'Europe. Quand on ferme par les instances officielles, ils passent par les associations. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais les rythmes scolaires, la réforme des rythmes scolaires. Il faut savoir, sur cette réforme des rythmes scolaires, dans certaines communes, les associations proposent des modules qui sont des modules de genre. C'est le cas à Paris, par exemple. À Paris, les enfants peuvent, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ils ont des ateliers pédagogiques de lutte contre les stéréotypes de genre qui sont faits par des associations militantes. Et donc, on peut retrouver de partout, et c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant. Est-ce que l'on sait par quel mécanisme des théories qui sont particulièrement excentriques puissent devenir comme ça, s'imposer sur quel est le terrain propice au départ et comment ont-ils autant de relais? En fait, c'est une des questions compliquées parce que quand on s'aperçoit effectivement que, y compris chez ceux qui aujourd'hui soutiennent notamment les programmes ABCD, etc., il y en a quand même une grande partie qui sont les idiots utiles du dispositif, au sens très de Lénine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris où ça allait, ils sont sincèrement convaincus que c'est simplement une lutte pour l'égalité. Ça a été d'ailleurs, je pense, pour être honnête avec vous, le cas de Vincent Peillon, qui en gros a ouvert les portes à tout le monde sans s'apercevoir que c'était aussi dangereux que ça, puisque lui il a ouvert les portes parce qu'il s'est aperçu, vous savez qu'il a un anticatholicisme très chevillé au corps, et vu que ces gens-là partageaient cette même animosité, il s'est dit les ennemis de mes amis, les ennemis de mes ennemis, voilà, vous avez compris, je fatigue, et donc il les a totalement soutenus. Et aujourd'hui on le voit bien, parce qu'à chaque fois qu'il dit que c'est une théorie, il ouvre un placard, et puis il voit un dossier, il le referme vite, quoi. Il s'aperçoit effectivement qu'il a signé plein de documents qui l'amenaient dans ce sens-là. Donc il y a une vraie volonté là-dessus qui est problématique. Il y a quand même un terreau fertile, notamment à gauche, mais ça peut dépasser un peu simplement à gauche, c'est cette croyance devenue folle, parce que au début c'est une réalité, que le progrès humain, c'est toujours une lutte de la culture contre la nature. Et que ça, c'est quelque chose de profondément enraciné dans l'esprit progressiste de gauche, et que finalement, le stade ultime, et d'ailleurs c'est présenté comme ça, c'est la volonté de nier totalement la nature comme une sorte de progrès humain qui nous permettrait de nous autodéterminer. Et c'est là où finalement, à force de pousser la logique jusqu'à son retranchement, on arrive à une folie totale. Mais ça, effectivement, ça explique beaucoup de choses, parce qu'il y a une grande partie des élus socialistes qui font tout à fait sienne cette philosophie-là, qui consiste à dire c'est normal, la culture, on doit toujours aller dans ce sens-là, et même si c'est pour nier la nature. Et puis après, il y a ce travail des militants du genre, très habile, qui consiste à créer des problèmes de droit, de facto, où là, du coup, c'est l'émotion qui parle. Effectivement, le cas de Thomas Petty, typique. Qu'est-ce qu'on fait, ou d'un Allemand, je ne vous avais pas cité, il y a un Allemand là, récemment, qui lui aussi a accouché, était un transsexuel devenu femme, une femme devenue homme, a accouché d'un enfant, et il a milité, lui, pour qu'on le reconnaisse comme le père de l'enfant, et pas la femme, la mère de l'enfant. Et à chaque fois, leur objectif, c'est de mettre la société devant un cas de conscience. Thomas Petty, effectivement, c'était, quand il dit qu'il est un homme qui veut accoucher par voie naturelle, on peut avoir une position de principe, mais on ne va pas non plus refuser qu'il accouche, puisqu'effectivement, il a un enfant, et il va quand même bien falloir que cet enfant-là... C'est une femme, en fait. C'est une femme, sauf qu'elle a la moitié du corps qui est changé, et donc ils mettent à chaque fois devant, et donc on nous met en avant toujours ces cas-là, en nous disant que ceux qui défendent des principes sont forcément moins humains que ceux qui acceptent tout, sauf qu'à force de tout accepter, on arrive dans une société qui devient très inhumaine. Avoir un enfant, il faut qu'il arrête ses traitements hormonaux. Ça, effectivement, il y a ça là-dessus, mais pour vous reciter encore là une fois Marie-Hélène Boursier, donc cette universitaire de Lille 3, vu qu'elle est favorable au changement de genre, je lui ai posé la question de savoir si elle était aussi favorable, comme ça se pratique d'ailleurs au Danemark et en Hollande, est-ce qu'on prescrit des hormones aux enfants pour leur permettre de changer de genre.
Et effectivement, ils ont une vision très décomplexée des hormones, puisqu'elle m'a répondu, mais bien sûr, de toute manière, les hormones, tout le monde en prend. Donc on ne voit pas pourquoi on n'en donnerait pas aux enfants. Et effectivement, en Hollande, par exemple, il y a des traitements qui sont donnés aux enfants à l'adolescence pour bloquer la puberté, parce qu'ils estiment que la puberté, c'est le moment où, en gros, ça fige les gens dans un genre, et donc on peut bloquer la puberté pour en gros, que l'enfant ait le temps de choisir réellement s'il veut être un garçon ou une fille, et donc d'avoir ce traitement-là. Et ça existe en Hollande. Ça se reproduit parce qu'en fait, c'est les parents qui choisissent. C'est une contradiction. C'est là où, effectivement, ils ne sont pas une contradiction près, mais pour l'instant, en tout cas, dans les cas, c'est des militants, donc effectivement, c'est vraiment les parents qui imposent leurs idées aux enfants, mais pour eux, c'est l'enfant qui a choisi lui-même, et c'est ce qu'ils disent tout le temps. Moi, j'aurais une question. Les enseignants ont le choix des manuels scolaires. Est-ce qu'on a un aperçu du pourcentage d'enseignants qui sont, entre guillemets, équilibrés et qui ne donneront pas, qui résistent en quelque sorte? Aujourd'hui, honnêtement, nous, ça a été, pour être franc, plutôt une bonne surprise jusqu'à une période récente. C'est-à-dire que quand on a monté notre réseau de correspondants de l'Observatoire de la théorie du genre, on s'est aperçu en gros qu'on a 1 sur 3 qui est enseignant. On pensait avoir que des parents d'élèves, on a des enseignants. Et effectivement, pour beaucoup, ils sont quand même assez conscients du côté très destructeur des instructions qui leur viennent du ministère, parce que c'est pas la première fois qu'ils ont quand même des choses un peu surréalistes qui leur viennent du ministère. Donc ils sont conscients de là-dessus. Tant qu'ils ont leur liberté pédagogique, ça va. Sauf qu'il y a sur certains secteurs, et les livres, typiquement, officiellement, c'est les professeurs qui choisissent, mais en fait, très régulièrement, ils choisissent pas tout seuls, ils choisissent en groupe, et du coup, quand il y a plusieurs professeurs, par exemple, de biologie dans un établissement, on va faire en sorte que tous les professeurs choisissent le même livre. Et très souvent, dans ce cas-là, c'est celui qui est le plus syndiqué et le plus formaté qui emporte le morceau. Et en plus, dans certains établissements, on me l'a souvent rapporté, les inspecteurs d'académie sont assez prescripteurs de livres. Et là aussi, il y a on est en train d'essayer de faire une enquête là-dessus, sur la manière dont les livres sont choisis, puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs scolaires, mais finalement, il y en a quelques-uns qui sont très monopolistiques, parce qu'ils ont une vraie politique de placement des livres. Et donc là, effectivement, il y a un vrai travail à voir. Et je pense, et c'est ce que nous on a demandé, c'est aux parents de s'engager là-dessus, et notamment aux parents délégués de demander absolument à être consultés sur le choix des livres. Et pour l'instant, les nouveaux manuels scolaires ne sont pas mis en place, mais on est en train de monter un observatoire des programmes et des manuels pour justement veiller à ce qu'on puisse donner aux parents la liste de tous les documents qui seront problématiques. Il y a des polycopiés, il y a des polycopiés officiels, il y en a des officieux, et effectivement on s'aperçoit qu'il y a plein de documents et que tout ça est à surveiller, mais à la rigueur, j'aurais tendance à dire que ça c'est finalement la partie la plus facile à combattre, parce qu'il y a une trace, il y a un écrit. C'est beaucoup plus compliqué dans le cadre du programme ABCD, ou dans le cadre, par exemple, de certains dispositifs comme l'éducation à la sexualité, notamment dans les petites classes, où ça peut se faire n'importe quand, à n'importe quel moment, sans que les parents en soient informés, et sans même que les enfants s'aperçoivent qu'on leur a fait passer quelque chose, qu'on leur a fait passer un message. Et très souvent, on s'aperçoit qu'il faut du temps pour que les enfants vous racontent une anecdote, et qu'on vous apercevez peut-être avec 2 ou 3 mois de retard qu'il s'est passé quelque chose, et c'est souvent trop tard. Et c'est là-dessus que ça va être effectivement le plus difficile à combattre. Est-ce que ça procède pas d'un vaste programme de destruction de la famille? Oui, tout à fait. En tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les militants du genre, tout à fait, puisque c'est ce que je vous disais, leur objectif, c'est de dire qu'il n'existe pas de filiation biologique. Et que du coup, la famille, ce n'est qu'un contrat. Et que comme tout contrat, il peut être conclu à plusieurs, à un, que les enfants, on peut les choisir, on peut effectivement... qu'il n'y a pas de légitimité d'une filiation biologique, et que l'avenir, ça peut être de choisir une filiation comme on le souhaite, et donc la GPA ou les ventes artificielles, c'est effectivement l'avenir pour eux. Mais
au-delà de ça, effectivement, il y a plein de personnes qui se retrouvent derrière, qui n'ont pas forcément le même programme aussi ambitieux qu'eux, mais ils sont manipulés. Et ce qu'on sait toujours en sciences politiques, et c'est quelque chose à toujours se rappeler, c'est que quand vous mettez dans un même environnement des militants radicaux et des militants modérés, même si en gros on a un seul radical et tous les autres qui sont modérés, avec le temps, c'est l'argumentaire le plus dur qui gagne. Et donc, c'est quelque chose qu'on connaît depuis les travaux de nombreux politologues, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est qu'effectivement, on a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui n'en demanderont pas, et qui sont en train de contaminer par capillarité des gens qui étaient plus modérés. Et le seul moyen de faire en sorte que ça ne se développe pas, c'est d'être en face d'eux, très clairement. Est-ce que vous pouvez dire ce qui se passe en Allemagne avec des parents où les pères sont mis en prison? Alors ça, justement, ça m'amène à un deuxième sujet, c'est qu'il faut faire très attention sur ce qui circule sur Internet, parce que une des choses qu'essaye de faire le gouvernement, c'est d'essayer de décrédibiliser tous ceux qui sont contre le genre en les faisant passer pour des huluberlus. Et effectivement, typiquement, le truc, cette histoire en Allemagne, moi ça fait effectivement depuis le mois de février, je l'entends, c'est février de l'année dernière quand j'ai commencé à faire les conférences. On a mis très longtemps à arriver à la vérifier, et en fait c'est une information qui est fausse. La seule chose qui est vraie, c'est qu'effectivement il y a un père qui a fait quelques jours de garde à vue parce qu'il a refusé de payer une amende pour un truc, et on a fait monter ça en épingle. Il faut être effectivement très vigilant, parce que sur ces questions-là, il y a un vrai risque politique à ce qu'on nous fasse passer des informations qui sont tellement grosses qu'elles nous décrédibilisent. Et donc, sans faire de promotion pour notre site, on a voulu le site comme ça. Vous trouverez peut-être, il y a certaines informations que vous ne trouverez pas, y compris des informations qui sont presque vraies, qu'on diffuse beaucoup, comme la Norvège a arrêté la théorie du genre. En fait, la Norvège n'a pas arrêté la théorie du genre, la Norvège a simplement supprimé une subvention à un organisme. Et donc voilà, on prend le pari de se dire c'est un combat de long terme, et donc la crédibilité de ce qu'on fait est plus importante que le caractère sensationnel. Et donc il faut faire très attention. Et donc sur notre site, toutes les informations sont vérifiées et sont certifiées 100% fiables, à tel point d'ailleurs que, y compris le ministère, s'est pris a cru nous avoir là-dessus. Sur par exemple, vous avez entendu la polémique sur Tous à poil. Donc, c'est nous qui l'avions cité, pas comme un livre pro-théorie du genre, mais comme un livre très ridicule qui était présenté aux parents. Et le ministère a fait une conférence de presse pour dénoncer, notamment ce que Jean-François Copper en avait parlé, en disant qu'on avait menti et que ça n'avait jamais été proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Et finalement, on a pu montrer aux journalistes le lien qui montrait que c'était bien sur leur site. Et c'est Europe 1 qui a révélé, et du coup le ministère a été obligé de faire un démenti en reconnaissant qu'effectivement c'était bien sur leur site et que c'était bien quelque chose qui est recommandé. Donc voilà, on vérifie tout, on vérifie même mieux que le ministère, et qu'il y a certaines informations, pour l'instant, on sait plus que ce qu'ils ont écrit, puisqu'ils ont l'air d'avoir oublié pas mal de choses. Mais on travaille, c'est vrai que ça fait quand même, ça fait 1 an maintenant qu'on dépouille toutes les circulaires, tous les documents, et donc il y a un vrai travail, et toutes les informations sont certifiées. La ligne Azur a essayé de nous la faire à l'envers, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que quand ils ont changé la définition, ils ont commencé à dire que voilà, les images qu'on faisait passer étaient fausses, puisqu'il suffisait d'aller voir sur le site internet. Et puis finalement, ils ont été obligés parce qu'on avait les captures, et on a réussi à prouver que la date à laquelle ils avaient changé leur site, finalement ils ont reconnu dans le Figaro que oui, effectivement, ils ont changé la définition, parce que selon eux, elle était maladroite. Mais eux, ils ont quand même essayé de nous faire une vraie campagne à l'envers, en nous disant qu'on avait inventé alors que c'est eux qui avaient changé. Il y a l'éducation.gouv aussi qui est très... Et Paul Embrun, on voit bien
comment elle... Ouais, alors, il y a plein de sites, mais effectivement, ce qui est difficile, c'est de savoir ce qui est très officiel ou pas. On a le site education.gouv.fr, le site EduxCol, le site du CNDP, je pense que vous la retrouvez tous, qui est le site qui propose des documents pédagogiques, le site des ABCD, qui est un site qui dépend bizarrement du ministère des droits des femmes et pas du ministère de l'Éducation nationale, et effectivement le site du Premier ministre où on retrouve beaucoup des circulaires, mais voilà, vous trouvez tout, et quand ils les effacent, souvent ils oublient de les effacer au journal officiel et au bulletin officiel, donc on arrive à retrouver certaines choses. On peut vérifier, et effectivement il y a plein de choses qui peuvent être vérifiées. Oui, est-ce que vous trouvez que l'intervention de Farida Belgour était courageuse et efficace? Alors, en 2 temps, efficace, c'est indéniable, puisque ça fait, en quelques jours, ça fait beaucoup parler de la théorie du genre. Pour être honnête, elle était à la fois efficace sur le court terme, et heureusement qu'on était prêt à lancer une offensive de communication aussi forte que le ministère, parce qu'elle a failli quand même tout casser, puisqu'elle a été basée notamment, alors je ne sais pas d'ailleurs si c'est vraiment Farida Bergoul qui avait diffusé tous les SMS, mais il y a certains SMS qui ont été totalement instrumentalisés par le gouvernement pour décrédibiliser ceux qui défendaient, qui combattaient la théorie du genre. Et d'ailleurs, de sources de journalistes, donc ça faut toujours être prudent, ils m'ont confirmé pour certains qu'il y avait moins d'enfants qui avaient été retirés de l'école lors de la première journée que ce qui avait été annoncé par le gouvernement, qui a voulu à un moment donné mettre un gros focus en d'ailleurs résumant à l'époque, à ce moment-là, ils ont résumé les opposants à la théorie du genre à la journée de retrait de l'école, alors que la manif pour tous, que nous, on avait commencé bien en amont, et effectivement, ils ont focalisé là-dessus parce que c'est une des règles de la politique, c'est choisir son ennemi. Et Farida Belgoul, malheureusement, pour le gouvernement, c'était l'ennemi idéal parce qu'elle avait certains de ses fans qui avaient diffusé des SMS qui étaient effectivement un peu... qui en tout cas qui n'étaient pas vérifiés du tout dans ce qui a été annoncé, notamment sur la masturbation, etc. Et donc ils ont essayé de nous décrédibiliser, et encore aujourd'hui, on est dans cette logique-là, et quand Vincent Payon et tout ont essayé de jouer le thème de la rumeur,